Le troisième point, c'est établir la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. Ça aussi, c'est un copier-coller pur et simple du programme du CNR de 1944. Établir la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. Ça a été écrit tel quel par nos aïeux en 1944. Tout le monde le comprend tout de suite en le lisant à quel point c'est criant de vérité et à quel point c'est criant d'actualité, brûlant d'actualité. Alors, ça veut dire que nous allons organiser le quatrième pouvoir, le pouvoir médiatique. Dans la version longue de la présentation de ce programme, que je vous renvoie sur Internet, j'explique que Montesquieu, le philosophe français, en 1748, avait, dans l'esprit des lois, expliqué que un pays qui devrait fonctionner correctement, c'est-à-dire qu'il ne soit pas une dictature, un despotisme oriental, devait fonctionner sur le principe de la séparation des pouvoirs, avec le pouvoir exécutif, le chef de l'État, le gouvernement, le pouvoir législatif, avec les députés votant les lois, et le pouvoir judiciaire, avec les magistrats administrant la justice. C'est ce qu'avait défini, comme vous le savez, le grand philosophe des Lumières, Montesquieu. Eh bien, Montesquieu, c'était en 1748, mais maintenant nous sommes en 2012. Il y a un pouvoir que Montesquieu n'avait pas pu voir venir, c'est le pouvoir des médias. Or, c'est un véritable pouvoir extrêmement important. Donc, nous nous proposons de nous faire les Montesquieu de 2012 et d'organiser, de considérer que le pouvoir médiatique est un quatrième pouvoir à part entière, qu'il faut donc l'organiser au profit de la liberté du peuple français. Il doit être le garant des libertés publiques, le promoteur de la culture et de l'émancipation du peuple français. Ça veut dire quoi? D'abord, la fixation d'un cadre constitutionnel pour ce quatrième pouvoir. La création d'un vaste service public de l'information et de la culture, indépendant et doté de moyens financiers et humains, lui permettant de remplir sa mission informative, démocratique et émancipatrice. Un service public d'information qui doit favoriser les débats publics, l'éducation en proposant une information et des programmes de qualité. Le deuxième point, c'est la libération des médias, des puissances d'argent et des influences politiques étrangères, pour parler exactement mot pour mot, comme le disaient nos aïeux de 1944. Ça veut dire une adoption de lois anti-concentration dans les médias, l'interdiction constitutionnelle de toute prise de contrôle des médias de masse par des fonds de pension, des fonds financiers ou des groupes ou des conglomérats multinationaux, y compris industriels. La limitation de l'ampleur des financements publicitaires et de la durée des messages publicitaires, une réforme du système des aides publiques à la presse afin que les subventions favorisent les médias qui participent de façon loyale et désintéressée à la vie démocratique. J'insiste sur l'adjectif loyal, qui est un adjectif que j'aime bien. La loyauté et la probité sont des mots que je voudrais rajouter à la liberté, à l'égalité et à la fraternité de la République. Probité, ça veut dire honnêteté. Honnêteté de vos représentants, honnêteté non seulement financière, mais aussi honnêteté intellectuelle et morale. Et la loyauté, c'est un principe qui devrait être diffusé dans tous nos débats. Actuellement, les élections en France ne sont pas loyales. Les médias ne sont pas loyaux. Alors ça, c'est une qualité, c'est qualitatif, c'est difficile à quantifier. Mais c'est un principe sur lequel nous devons insister, qui doit un retour à l'honnêteté des débats et à la loyauté. Le retour à la nation, comme disaient nos ancêtres, de trois structures essentielles pour mener cette politique. Le premier point, c'est la renationalisation du TF1. C'est indispensable. TF1 est l'instrument numéro 1 de formation de l'opinion publique en France. Lorsque je m'exprime devant vous, je parle devant 30, 40 personnes. Lorsque M. Strauss-Kahn a été interviewé par Mme Claire Chazal, avec une confusion des genres absolument ahurissante d'ailleurs, pour nous expliquer ses exploits dans une chambre d'hôtel new-yorkaise, excusez de peu, il a eu droit à 25 minutes à TF1 devant 13 millions de téléspectateurs. 13 millions de téléspectateurs. C'est-à-dire que c'est une entreprise de décérébration de nos concitoyens. Si 13 millions de Français devaient voir quelque chose, c'est beaucoup plus ce que j'explique maintenant que les démêlés de M. Strauss-Kahn dans ses chambres d'hôtel new-yorkaises. Donc la renationalisation de TF1 est un point fondamental.
TF1 qui, comme vous le savez, est possédé par Bouygues, mais Bouygues est possédé par des fonds de pension, notamment américains, notamment Capital Research and Management, qui gèrent les fonds des retraités de Californie. Donc vous avez au sein du capital, du conseil d'administration de Bouygues, des représentants de fonds américains. Et c'est la raison pour laquelle je ne passe pas à TF1, et que ce que je dis ne passera jamais à TF1. Mais il est important que les Français comprennent que les médias leur font la guerre. Nous sommes en guerre avec nos propres médias. Il faut que les Français le comprennent. Que TF1, alors je ne parle pas de France 2, France 3 qui dépendent de la sphère publique, mais que TF1 est un média qui est asservi à des objectifs qui dépendent d'une oligarchie euro-atlantiste et financière qui ne correspond pas à l'intérêt le plus profond du peuple français. C'était déjà arrivé dans notre histoire. Pendant l'occupation, vous savez, sur la Radio Paris, avec cette petite musique qu'avaient fait les gens de la France libre. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. On pourrait dire la même chose avec TF1. Donc la renationalisation de TF1, la renationalisation de Télédiffusion de France, qui contribue à la diffusion justement de toutes les émissions, et il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas détenu par le patrimoine national. Et enfin la restitution à l'agence France Presse de son statut originel qui avait justement été créé en 1944 et de son rôle de service public de l'information. L'agence France Presse doit maintenir la plus grande présence possible française à l'étranger, diffuser une vision française de la situation et également viser à l'impartialité des événements planétaires. Je pense par exemple à ce qui se passe actuellement en Syrie, où quand vous lisez les dépêches de l'agence France Presse, vous avez en fait le même discours que les dépêches de Reuters ou que les britanniques ou de l'Associated Press américaine. Je ne dis pas qu'il faut faire le contraire, je dis simplement qu'il faut avoir une vision exhaustive, et notamment que l'agence France Presse fasse son travail d'exhaustivité et d'impartialité, par exemple en donnant le point de vue pas seulement de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui est partie prenante d'un côté, mais aussi en donnant le point de vue des autorités de Damas, et également en expliquant aux Français pourquoi la Russie et la Chine ont opposé leur veto lors du vote des Nations Unies. Quelles sont leurs raisons ? Expliquer aussi que la Ligue arabe, contrairement à ce qu'on a expliqué en France, n'est pas univoque sur la question, que des grands pays arabes comme l'Algérie, l'Égypte, l'Irak étaient contre la résolution présentée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Bref, avoir tout simplement une information qui soit une information loyale, honnête et objective en donnant les points de vue des différents partis. La transformation du Conseil supérieur de l'audiovisuel en une Cour supérieure de l'audiovisuel, c'est en fait exactement un parallèle de ce que je propose pour le Conseil constitutionnel, puisque figurez-vous que le CSA a exactement le même type de composition que le Conseil constitutionnel. Les membres du CSA sont nommés de la même façon. Donc l'idée, c'est de transformer le CSA en une Cour supérieure de l'audiovisuel, avec l'indépendance garantie face au pouvoir public, au monde économique et financier, par un changement complet du mode de nomination. Désormais, comme pour le Conseil constitutionnel, je propose que ce soit des magistrats professionnels qui soient inamovibles pour une durée de 2 ans et qui soient élus par les assemblées et non plus désignés comme actuellement pour le Conseil constitutionnel par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. La nouvelle Cour supérieure de l'audiovisuel sera dotée de moyens d'investigation pour recueillir et mettre en œuvre les demandes des Français, notamment avec un panel de consultation en ligne de plusieurs dizaines de milliers de téléspectateurs. À l'époque d'Internet, on ne voit plus pourquoi les grandes institutions, surtout comme celle-ci, ne prennent pas l'avis des internautes pour savoir ce qu'ils veulent. Pourquoi on a affaire toujours à tel ou tel institut de sondage, paraît-il, dont les résultats sont souvent totalement controuvés, voire contrefaits. La CSA sera dotée de pouvoirs opérationnels réels, non seulement de pouvoirs de réprimande et de sanction. Par exemple, cette CSA pourra obliger une chaîne de télévision à donner la parole à une formation politique injustement traitée, à exiger une meilleure répartition des opinions parmi les commentateurs politiques et économiques de l'actualité. Par exemple, lors du débat sur le référendum de la Constitution européenne, il y avait une très grande majorité, non seulement d'intervenants qui parlaient en faveur du oui, mais des commentateurs, les journalistes,
sont aussi tous en faveur du oui. Actuellement, sur l'euro, par exemple, tous les journalistes prennent des petits airs, des airs offusqués, face à quiconque critique l'euro. C'est ce qu'on appelle la métacommunication. Il n'y a pas seulement quelqu'un qui est pour ou qui est contre l'euro, mais il y a aussi l'air offusqué ou approbateur d'un journaliste connu, d'un commentateur connu. Or, tous les journalistes, tous les commentateurs sont tous pour l'euro. Et toutes les personnalités sont tous pour l'euro. On fait venir une personne pour taper sur l'euro, c'est Madame Le Pen, dont le script, dont le scénario prévoit qu'elle tape sur l'euro petit 1, petit 2, qu'elle sorte un propos néo-nazi. Alors là, tout le monde est content parce qu'on accrédite dans l'esprit du public qu'être pour la sortie de l'euro, c'est forcément avoir des sympathies pour le Troisième Reich. C'est le rôle qui est donné au Front National depuis 29 ans. Donc l'idée, c'est d'avoir tout simplement une CSA qui oblige à avoir des vrais débats, des débats professionnels, des débats techniques et sérieux sur l'euro. L'objectivité politique des médias, c'est la fixation d'un cadre législatif précis afin d'assurer l'équité d'accès de tous les mouvements politiques aux médias, y compris les jeunes partis, d'assurer une diversité politique représentative des différentes opinions parmi les journalistes présentateurs d'émissions d'information ou d'émissions à tonalité politique, y compris d'ailleurs, pour le coup, je parlais de Madame Le Pen, il est aussi agaçant et intolérable de voir tous les commentateurs, tous les journalistes qui invitent à répétition Madame Le Pen et qui, à chaque fois, prennent l'air de se pincer le nez comme si elle était malodorante. Ça suffit, il faut pareil pour les... Il y a une espèce de bonne pensée, de pensée unique véhiculée par ces attitudes du corps journalistique qui commence à être pénible. Il doit y avoir des journalistes qui sont favorables, par des commentateurs qui devraient être à la télé, favorables au Front National, favorables au NPA, favorables à Lutte ouvrière, favorables à ELV, que ça se sache et que ça soit normal, parce que c'est le débat démocratique. Assurer la publicité des détails du financement des médias, avec notamment la précision sur qui sont les actionnaires et qui sont les groupes. Il est par exemple utile, il faudrait que tous les Français sachent que Libération est possédée par le groupe Rothschild. C'est important à le savoir, ça devrait être inscrit dessus, comme le port Salut. Et donc tout média devra rendre publiques ces données qui devront en particulier être directement accessibles sur les sites internet. La protection de l'indépendance des journalistes également, parce que je ne suis pas de ceux qui tapent haro sur les journalistes systématiquement, parce que je connais aussi des journalistes qui parfois en ont gros sur le cœur, gros sur la patate, comme on dit. Parce qu'ils sont obligés de tenir un rôle, d'avoir comment dirais-je, d'inviter des gens et de ne pas en inviter d'autres, et parfois ils n'en pensent pas moins. Donc, il doit y avoir une lutte contre la précarité des métiers du journalisme cette précarité qui participe actuellement de la situation déplorable de l'information en France, un réexamen également du fonctionnement et des financements des écoles de journalisme, et l'incitation à l'adoption par les journalistes d'un code de déontologie interdisant le mélange des genres presse-politique. Voilà. Parce que ça, je veux dire, la France commence à tourner en, comment dirais-je, république bananière, puisque désormais, quasiment tous les candidats à la présidence de la République, considérés comme des grands candidats, sont mariés ou vivent en concubinage avec une grande journaliste de la télévision. C'est pas possible. Sinon, c'est vraiment la République bananière. Donc il faut qu'il y ait une déontologie adoptée par l'ensemble des journalistes et des chaînes de télévision et de radio. C'est que dans ce genre de situation, eh bien, on met les journalistes à l'écart.